Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Et ça y est, je suis rétabli. Normalement, je ne suis plus malade. Malheureusement, pendant l'épisode que vous allez écouter, j'avais bien la crève et le nez bouché. Mais visiblement, ça ne vous a pas du tout embêté parce qu'en fait, l'épisode de la semaine dernière avec Nico sur s'endetter jusqu'au 100 pour quitter son job en 4 ans a été de très loin mon épisode le plus écouté en une semaine. Je ne sais pas, parfois c'est des raisons qui m'échappent. Sûrement qu'il y a des nouveaux auditeurs, sûrement que le sujet vous intéressait beaucoup. C'est vrai que quand on voit ce qu'il a pu faire, on se dit que c'est, alors pas facile, mais atteignable pour la plupart des gens. En fait, vraiment, il faut s'y mettre à fond. En tout cas, on voyait qu'il partait avec pas d'avantages particuliers en termes de situation professionnelle ou d'apport qu'on lui aurait donné, d'héritage, etc. Il s'est fait tout seul. Il s'est endetté jusqu'au 100 et maintenant, visiblement, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Donc, bravo à Nico et merci pour vos écoutes. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez écouter mon épisode 1 million. Comment est-ce que j'en suis arrivé à acheter 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Donc, c'est mon épisode du 28 décembre 2022, je crois bien. Épisode numéro 97, donc j'explique tout mon parcours. Mais en gros, mon but depuis des années, ça a été d'acheter 5 biens par an et de voyager dans 10 pays. Pour cette année, on va voir un peu pour l'IMO où est-ce que j'en suis. Je vais déjà digérer ce million d'euros. Et là, j'arrive enfin à justement au bout et à la fin de ce mois de janvier-février qui a été très hardcore en termes personnels et d'investissement. Donc, vous le savez, je les avais dit, j'avais fini un appartement. J'avais un appartement qui s'était fini. J'avais un gars qui m'avait planté, etc. Mais on s'en était sorti. Et j'avais trouvé un premier locataire, mais il s'avère qu'il y avait eu un problème avec sa Visale parce qu'il n'avait pas déclaré ses impôts depuis 2 ans. Donc il voulait que je prenne ses beaux-parents en garant. Et j'ai refusé parce que, en fait, j'aime pas les gens qui, on dit, qui sortent de mon cadre. Maintenant, on avait dit la Visale. Il m'explique qu'il n'a pas déclaré ses impôts depuis 2 ans. Je le sens pas. Et quand on le sent pas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, comme on dit souvent dans l'immobilier. Donc, j'étais retourné, ça m'avait pris 2 heures un samedi, donc le samedi, il y a 10 jours, au moment où vous écouterez l'épisode. J'ai refait des visites, j'ai trouvé une locataire, elle est très bien, elle est toute contente, elle est rentrée dans les lieux. Et ça y est, j'encaisse mon loyer. J'avais aussi 2 garages avec cet appartement, les 2 sont loués. Donc, c'est pas l'investissement, c'est peut-être mon investissement le moins rentable, mais en tout cas, ce sera sûrement un des plus tranquilles. J'ai un appartement qui est bien. Les prix dans la zone, ils avaient pas mal augmenté. J'ai eu cette opportunité quand même de l'acheter et j'étais pas sûr de pouvoir en avoir une autre à moyen terme ou à court terme. Donc, j'ai sauté dessus. Tout, à mon avis, c'est un appartement qui va me coûter et qui va me rapporter 0 chaque année, grâce notamment à la location des loyers à part, des garages à part. Si j'avais loué les garages, je pense avec l'appartement, parce que les 2 garages, je les loue quand même 165 € en tout, hein. Donc 75 et 90. Donc si je les avais pas loués à part, j'aurais pas pu, c'était impossible, je pense, d'augmenter le loyer de 165 € en disant qu'il y avait des garages. Donc ça, c'est pour cet appartement, c'est bouclé, c'est loué, je suis content. Si vous avez écouté, j'ai déménagé aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû acheter des meubles, j'ai dû déménager, j'ai dû faire des tris. J'ai fait 1 million de choses et puis j'ai fait des petits travaux moi-même, typiquement le genre de travaux que je délègue, et je comprends vraiment bien pourquoi est-ce qu'on délègue les travaux, parce que ça prend un temps fou. Aller au magasin de bricolage, acheter les trucs, après c'est pas bon. Enfin, j'ai passé des demi-journées entières pour des choses qui auraient pu être réglées, dont je m'en serais même pas rendu compte si j'avais délégué. Des histoires de robinet, d'arrivée d'eau, ou quand tu perces, tu fais un trou. Enfin, voilà. Je suis quand même content parce que ça fait du bien de temps en temps de faire un peu les travaux soi-même et de se rappeler ce que c'est. Mais ça m'a bien rappelé pourquoi est-ce que je délègue tout. Ensuite, c'est moins facile, je trouve, de faire venir des gens quand vous habitez dans l'appartement. Et puis avant, il s'avère que j'avais pris le parti pris justement de partir en vacances 1 semaine et de fêter mon anniversaire un peu trop peut-être. Je l'ai fêté 3 ou 4 fois, je crois. Et donc, ça m'avait fait prendre du retard sur ma résidence principale. C'est comme ça, c'est fait. En fait, c'était un appartement, il y avait très peu de travaux. Après, il faut quand même que ce soit toujours à son goût. Et donc, vu qu'il y avait très peu de travaux, j'avais pas en fait
prévu de période justement de travaux. Et puis c'est voilà. Enfin, en tout cas, puis d'un point de vue finance perso, parce que en fait j'étais temporairement en location, plus même si j'ai un différé d'emprunt sur la résidence principale. Chaque euro compte. Surtout que j'habite dans une des villes les plus chères d'Europe, donc les loyers c'est pas 700 euros par mois, quoi. Donc il était temps que je quitte. Fallait pas trop que ça se superpose. Bref, donc ça c'est fait. J'arrive au bout de cette histoire. Je vous raconte quand même, j'ai fait venir des mecs que j'ai rencontrés sur les sites de petites annonces pour faire des petits travaux. J'ai pris les moins chers. On dit le pas cher coûte cher. If you pay peanuts, you get monkey. J'ai eu des mecs, mais trop pas fiables. Franchement, ils bossaient pas mal, mais ils sont pas venus les jours qui étaient prévus. Ils sont repartis plus tôt. Ils ont eu des galères de voitures qui tombent en panne et tout. Mais bon, c'était vraiment, vraiment significativement moins cher que les autres, dont on ne sait pas non plus s'ils auraient, si le planning aurait été respecté, s'ils bossaient bien. Donc c'était vraiment des petits travaux, c'était des histoires de peinture, c'était des histoires de accrocher des lampes et tout ça, des trucs qui prennent un temps fou. Et puis quand t'es tout seul, c'est toujours un peu compliqué à faire. Donc où qu'on soit, on trouve des gars pas chers, mais voilà, c'est pas pour ça qu'ils sont bons. Et c'est même plutôt l'inverse. J'ai vraiment un million de choses à vous dire dans cette intro. Elle risque d'être longue à mon avis. Si vous voulez vraiment avancer, il y en a peut-être pour 15 minutes d'intro en tout. Mais bon, donc ça c'est fait. Je suis content. Ça m'a pris une énergie folle, ce déménagement. Et vraiment, on parle souvent des achats-reventes en RP, donc en résidence principale. C'est vrai que c'est un bon moyen de faire du cash quand on n'en a pas au début. Mais c'est pas gratuit, hein. Je veux dire, en termes d'énergie, emménager, déménager, c'est énorme. Et tout remettre en place, ça a aussi un coût. Chaque fois que je sors de chez moi, ça me coûte 1000 euros, j'ai l'impression, puisque j'avais aucun meuble quasiment. Donc j'ai dû racheter des choses. En termes de temps. Mais c'est vrai que voilà, moi, la résidence principale que j'ai achetée, je pense que j'ai une bonne plus-value latente dessus, sûrement une plus-value au moins à 6 chiffres. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de m'y installer. Mais voilà, c'est pas anodin. Tu peux pas changer tous les 6 mois, je pense, en tout cas pas à long terme, de résidence principale. Mais j'ai parlé à pas mal de personnes qui ont fait plusieurs achats-reventes, peut-être en 10 ans, de 4 résidences principales. Alors je suppose au bout d'un moment, t'es rodé, t'as fait un bon tri dans tes affaires, ça va plus vite. Et qui ont fait vraiment, vraiment beaucoup d'argent, hein, qui ont des résidences principales, qui ont des valeurs qui sont décorrélées, je sais pas si on peut dire décorrélées, mais qui sont vraiment, par exemple, des gens qui ont des revenus, je sais pas, de 2-3 000 euros par mois et qui ont des résidences principales de 600-700 000 euros grâce notamment à des achats-reventes de résidences principales. Donc félicitations à eux. Quand t'as des revenus qui ne permettent pas d'acheter des dizaines de lots, ça peut être aussi une bonne solution, mais voilà, c'est pas gratuit, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et puis il y a des coûts qui sont perdus, hein. Je pense que vraiment tu vas changer quelque chose pour le mettre un peu à ton goût, ça va pas se revendre. Typiquement des meubles tout simplement pour stocker des affaires, bon, soit tu peux les trimballer d'une résidence principale à l'autre. Et sinon, bon, tu te dis, si tu la revends ou quoi, c'est vraiment de l'argent perdu à 3/4. Mais bon, faut bien se loger, faut bien stocker quand même un peu ses affaires, même si on essaye de faire le tri et de pas... Enfin, moi, j'essaye en fait de faire en sorte de pas m'attacher aux objets. J'ai acheté et revendu des voitures, j'ai acheté et revendu des téléphones et tout. C'est de pas m'attacher aux objets. Mais mine de rien, faut quand même avoir quelques objets chez soi, hein, pour vivre. Et donc tout ça, ça a un coût. Les stocker, ça a un coût. Ça a un coût mental aussi d'avoir trop d'objets. Mais bon, je suis content d'être arrivé au bout. Je vais pouvoir refaire plus de pauses. Je vais pouvoir plus réenregistrer des podcasts. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Ça va être la étape suivante. Et puis, je vais reprendre beaucoup d'énergie parce que franchement, j'ai pas arrêté depuis un mois quasiment. Je me lève à 7h et j'arrête de travailler sur mes projets vers 22h. Il y a plein de fois où j'ai abandonné des cafés. En fait, normalement, je bois beaucoup de café. Et là, plein de fois, en fait, j'étais tellement occupé que je me faisais couler des cafés, je les buvais pas, etc. Et même, donc là, on est lundi. Hier, toute la journée, j'ai enregistré des podcasts. J'ai eu mes membres du club Invest. Il s'est passé plein de choses et j'ai arrêté. Il était 22h alors qu'on était dimanche.
Mais c'est comme ça, on aime ça et c'est comme ça enfin que j'ai pu killer vraiment énormément de tâches à faire. Même si aujourd'hui j'en avais peut-être une vingtaine et j'ai pu en killer pas mal. J'ai pas réussi à tout faire, mais j'en ai killé pas mal. Donc je sors la tête de l'eau, ça y est, pleine forme. Et puis en plus, il s'avère que ça m'est tombé un peu dessus, mais je vais partir en voyage dans 2 semaines, je crois. Voir une personne, notamment une invitée que j'ai eue sur le podcast. Donc je vous laisse deviner laquelle. Vous pouvez m'écrire en message et puis on vous fera un coucou une fois que je serai là-bas. Donc je suis super content de repartir prendre un peu le soleil et tout ça pendant que certains s'amusent au ski. Moi je vais aller prendre un peu le soleil. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? J'ai pris des notes parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Club Invest, je voulais vous en parler. Vous avez peut-être écouté l'épisode avec le Club Invest, donc avec mon associé Michel. On accompagne des investisseurs des investisseurs déterminés pour qu'ils achètent des biens, qu'ils fassent des bonnes affaires, qu'ils achètent des appartements rentables. Et je suis hyper impressionné par les anciens. Voilà, ils ont fait les choses à leur rythme, ils ont acheté pas mal d'IMO. Mais là, on a des nouveaux, ils sont super déterminés. Il y en a. Donc hier, on a fait un call, on a parlé des DPE et je pense qu'on a dû avoir 4 membres qui sont arrivés au cours du dernier mois. Il y en a déjà 2 qui ont des compromis. Il y en a une qui est arrivée il y a même pas 2 semaines. Là, elle vient de m'écrire il y a une offre. Ils se sont entendus sur le prix. Elle a pu négocier un peu. Et donc, elle va s'entendre sur le prix. Elle est partie en visite directe des offres et tout. Et déjà, elle est sur 2. Un autre membre, il est sur 2. Et je crois même que un des membres de Michel, il est aussi sur 2 opérations. Donc, ils sont arrivés il y a 1 mois et c'est allé super vite pour eux. Donc, félicitations. Et je vous dis ça, c'est pas pour faire notre pub. On sait qu'on est super bon. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Vous allez sur mon site grosbillet.com ou vous m'écrivez un message. On sait qu'on est super bon. Mais en tout cas, c'était par rapport au coaching qui a parfois un peu un mauvais, qui est vu un peu de façon péjorative. On se rend bien compte, la plupart des membres, je parle avec eux souvent, ça faisait un moment qu'ils pensaient à investir, qu'ils se posaient la question et tout ça, qu'ils n'osaient pas se lancer. Et puis, ils se lancent avec nous. Alors, ça pourrait être avec quelqu'un d'autre, je sais pas, je connais pas les résultats des autres personnes qui accompagnent des gens. Moi, je connais les miens et ceux de mon associé. Mais ils se lancent et en 1 mois, voilà, quelque chose qu'ils avaient attendu peut-être depuis 2 ans ou 1 an, ou quelques mois en tout cas, en 1 mois, ils ont avancé plus que jamais. Et ça, c'est l'épisode précédent. Nico, il a parlé qu'il avait eu un coach mindset, je pense que c'était, qui lui a fait débloquer des verrous mentaux qu'il avait. Ça a l'air, quand on l'entend la première fois, on se dit non mais c'est bidon, c'est bateau, c'est n'importe quoi. Mais voilà, les résultats, ils sont là. Nos membres, ils ont acheté plusieurs millions d'euros d'immobilier maintenant en 1 an. On est là avec eux, on les suit, on est super content de contribuer à leur réussite. Et donc n'hésitez pas, dans tous les domaines de la vie, je pense que ça peut fortement vous aider. Forcément, si vous voulez un coach qui est compétent et qui vous suive de près, ça coûte un certain prix. Nous, on a vraiment tout fait pour que ce soit accessible, mais que les 2 parties restent motivées. C'est toujours ça qui est compliqué. Faut que les membres que vous accompagnez, ils soient motivés. Donc s'ils payent pas, ils vont pas être motivés. Et si vous payez pas, vous allez pas être motivés. Mais en même temps, il faut qu'ils puissent payer et que tout leur argent passe plutôt dans leur rapport et dans leur projet IMO ou dans leur marge de sécurité plutôt que pour payer le coach. Bref, parenthèse finie, mais voilà, on a vraiment un bon groupe. On a fait un call sur les DPE hier. Donc mon associé, il est plombier, chauffagiste notamment parmi toutes les casquettes qu'il a. On a un des membres du Club Invest, c'est un agent immobilier, donc il a l'habitude de voir beaucoup de diagnostics. Et puis on a un des autres membres qui travaille dans une boîte de diagnostic notamment. Donc ça faisait vraiment une bonne alchimie. J'étais super content de les voir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'appel de groupe. Donc top, voilà, entourez-vous d'un petit groupe comme ça, prenez un coach, c'est pas nous. Franchement, ça peut vraiment vous aider dans plein d'aspects de votre vie, pas que dans l'IMO. Dans le sport, dans le business. Voilà, je parlais avec une personne qui m'a dit que en fait les notes qu'elle avait avec son business coach qu'elle avait eu, c'était ses notes, les papiers les plus importants qu'elle avait dans sa vie, qu'elle voulait surtout pas les perdre. Donc c'est très important je sais pas si le mot c'est accompagner, guider, enfin qu'il y ait quelqu'un à vos côtés pour quand vous faites vos opérations. Ça peut vraiment vous faire décoller et aller beaucoup plus vite.
Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai aussi fait, l'intro elle va être super longue, mais c'est pas grave. J'ai fait des calls chaque semaine. En fait, j'avais proposé à des auditeurs du podcast des calls pour qu'on discute du podcast, de l'avenir, etc., des invités à fournir. Enfin, me présenter, des invités que je pourrais les épisodes que je pourrais vous fournir. J'en ai eu 6-7, super, j'ai eu des bons retours sur les choses à faire, des sujets précis. Ce qu'on m'a demandé, c'est un peu de précision. Donc quand par exemple Nico, dans l'épisode dernier, il y a des personnes qui se sont posées les questions, mais comment vraiment il a fait, comment il s'est organisé, son temps, etc., les banques, comment il est allé, combien il a demandé, etc. Donc dans les prochains épisodes que je vais enregistrer, je vais essayer d'aller vraiment dans ce détail. Mais bon, forcément, quand on a 15 ou 20 lots, je peux pas demander, bon là, t'as fait quoi, t'as été combien, c'était combien les meubles, t'as pris combien de jours, etc. Mais je vais essayer de plus être dans le détail, effectivement, de tout ça, de la gestion des biens et de comment les personnes s'organisent, vraiment. Après, on m'a aussi demandé des épisodes sur la bourse. Moi, je pense que je fais partie des 1% de Français qui sont les plus investis en bourse. J'ai quand même pas mal d'années de revenus moyens d'un Français investi. J'en parle peu parce que je trouve que c'est hyper touchy de parler de ça. Déjà, c'est un peu encadré. Il y a des choses qu'on a le droit de faire ou non. J'avoue que je me suis jamais renseigné sur exactement ce de quoi on a le droit de parler ou non sur les réseaux. Forcément, parfois on fait des bons investissements, parfois on fait des mauvais. Si vous conseillez quelque chose et puis qu'ensuite ça saute, ça va pas bien. Donc je vais voir. Je vais soit faire des épisodes tout seul là-dessus. Si vous avez des invités à me recommander, n'hésitez pas à me les envoyer. On me parle toujours du même. Je lui avais proposé. Il avait dit oui sur le principe, mais qui partait en off plusieurs mois ou je sais pas quoi. Visiblement, il est de retour. Mais bon, j'aime pas. Enfin, soit c'est fluide, soit on le fait pas. Et là, c'était pas trop fluide, je pense. Donc, si vous avez des invités à me proposer, n'hésitez pas, vous me les envoyez. Sinon, je ferai des épisodes seuls. Puis peut-être, je sais pas, peut-être à terme, je ferai un petite formation sur comment est-ce que j'investis. Mais ça, c'est pas encore sûr. Un autre point qu'on m'a posé comme point, c'est que ce serait bien que je fasse une formation sur comment lancer un podcast. Il y a plusieurs personnes qui ont des idées de podcast, qui ont lancé des podcasts. Et il y a c'est revenu plusieurs fois. Si je pouvais faire une formation sur comment lancer son podcast. C'est vrai qu'au début, ça m'était pas tout de suite venu à l'esprit. Mais voilà, si ça peut être sympa. Franchement, le podcast, ça m'a énormément apporté de plein de points de vue, rencontres, du point de vue, voilà, on a été à Budapest, on a créé un événement, on va refaire sûrement un événement. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles grâce au podcast. Vraiment, si je regarde en 2 ans tout ce qui s'est passé grâce à ce podcast, c'est assez impressionnant. J'ai des contacts de partout dans plein de domaines et tout, notamment grâce à ça. Donc, si ça vous tente, je vais faire une page. Vous pourrez précommander la formation sur le podcast. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page. Vous allez sur mon site grosbillet.com, lien dans la description, comme toujours. Donc, www.grosbillet, bien sûr, au pluriel.com. Et en fait, je vais faire une page de prévente. Et donc, via cette page de prévente, vous aurez le droit à moins 50% sur le tarif de la formation. Bien sûr, je vous ferai pas une formation hors de prix. Je suis pas là pour vous saigner, mais les podcasts, c'est un moyen alors moi, c'est pas vraiment mon ambition. Moi, c'était vraiment de partager, de rencontrer des gens et bien sûr d'aller plus loin ensemble dans les investissements. Mais on voit que j'ai eu 2 invités, notamment Jérémy Nabed, ça fait un bail, et Paco de Investisseur 4.0. Les 2 ont pu vraiment quitter leur métier, changer de voie grâce au podcast. Donc c'est vraiment un moyen qui est intéressant, je trouve. Et j'en suis ravi de vous avoir, enfin que vous m'écoutiez après d'avoir vos retours chaque semaine. C'est top. Donc voilà, si ça vous tente pour précommander la formation, donc je pense que je ferai la précommande donc le mois de février et puis je livrerai en mars la formation. Donc vous aurez 50% de réduction. Vous allez sur mon site grosbillet.com et vous verrez le lien vers la page de présentation du projet. Je pense que là j'ai fait un bon petit tour. Maintenant je vais regarder encore mes notes. Un point dont je voulais vous parler sur ma gestion locative, j'aurais pu le faire dans un autre épisode, mais je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais oublier. Lave-linge dans les appartements meublés. Il s'avère que dans pas mal d'appartements meublés, j'ai mis des lave-linges, soit à la demande des locataires, soit j'ai pu en récupérer pour pas cher. Au début, je faisais les trucs bien aussi. Je mettais toujours des lave-linges.
c'est pas un objet qui est prévu en fait dans le décret des meublés, donc c'est pas un objet obligatoire. Il s'avère que dans un de mes appartements, en fait, je m'étais arrangé avec un locataire. À la base, il n'y avait pas de lave-linge, et puis en fait, il avait un mur un peu abîmé. On s'est arrangé comme ça. Je lui ai rendu la caution, mais en échange, il m'a laissé son lave-linge. Et là, ma locataire m'a appelé pour me dire qu'il y avait un problème, que le lave-linge il fuyait de partout, etc. Donc j'ai dû trouver une solution. Tout ça pour vous dire, plus vous donnez, plus vous êtes. Non seulement vous pensez que vous faites une bonne action, ça vous coûte, mais en contrepartie, en plus, vous pouvez pas. Franchement, en vrai, je pense pas qu'on puisse louer vraiment beaucoup plus cher parce qu'il y a un lave-linge. Ça va être plutôt un on-off. Soit quelqu'un vient dans votre appart parce qu'il y a un lave-linge, soit il vient pas. Vous n'allez pas pouvoir louer, je sais pas, 20 € de plus par mois parce qu'il y a un lave-linge. Mais par contre, c'est des objets qui s'abîment. Alors moi, quand je les achète neufs, il y en a un, je crois que j'ai pris la garantie à 5 ans, la grosse arnaque. Je me suis dit, au moins, je suis tranquille pendant 5 ans. Parce que vu que c'est pas nous qui utilisons l'objet, je pense qu'il y a des risques de casse qui sont accrus. Et donc, celui-là, j'avais pas la facture ni rien. En fait, il me l'a laissé dans l'appartement. Et maintenant, j'ai des problèmes. Donc en fait, c'est comme si je voulais faire une fleur à la locataire. Et après, ça me retombe dessus. C'est pas sa faute à elle, mais c'est un point dont il faut quand même bien tenir compte quand vous équipez un appartement. Plus vous allez mettre, notamment d'électroménager, mais pas que, plus ça peut casser et plus ça va être un problème à régler pour vous et de l'argent potentiellement. Voilà. Et dernier point, je voulais me féliciter. Parfois, il faut, parce que le podcast, ça y est, maintenant, j'ai réussi. Je peux dire que j'ai réussi. Pourquoi ? Parce que j'ai eu mon premier hater. Et oui, vous le savez, je vous demande de noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Et là, j'ai eu le droit à ma première note 1 étoile. Donc, j'avais toujours des 5 étoiles. Les gens étaient super contents et tout ça. Et je vous en remercie. Et tous ceux qui m'ont noté, ou alors vous pouvez me noter justement pour compenser mon hater. Mais ça l'est, j'ai eu un hater qui m'a mis une belle note de 1 sur 5 parce qu'il a du mal. Il a dit que c'était pas professionnel, donc si tu m'écoutes, Monsieur Mystère, il s'appelle comme les glaces qu'on avait, les gâteaux glaces qu'on avait dans les restos chinois quand on était petit. Voilà, c'est pas mon métier et je pense que si vraiment on fait des podcasts aux petits oignons, ça veut juste dire qu'on n'investit pas assez gros et pas assez vite, parce que si on a le temps de tout fignoler pour sortir un épisode par semaine, en étant un gros investisseur qui travaille à fond pour développer toutes ces activités, on n'a pas le temps de faire ça. Donc si tu veux écouter un podcast super clean, super nickel, ce que je te conseille, c'est d'écouter les podcasts des gens qui ont 1, 2 ou 3 appartements. C'est sûr que ça prend beaucoup moins de temps. Et voilà. Et aussi, il a du mal un peu à suivre les anecdotes. Bon, écoute, j'essaye pourtant d'être clair. C'est la première fois qu'on me le dit. Mais je prends note de tes remarques, voilà. Mais en tout cas, j'ai mon premier hater. Si vous voulez compenser, vous pouvez bien sûr mettre une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Voilà, l'épisode du jour. Je vais pas en parler parce que l'intro elle est assez longue, je pense. C'est avec Marc Bosseno. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire des 2 banquiers de mon banquier à domicile, et notamment c'était surtout Christophe, je crois, qui me l'avait présenté. On s'était vu à Bordeaux au salon de l'IMO, on avait bu une petite coupe de champagne, il m'avait expliqué son activité. Vous le savez, moi j'ai pas d'immeuble de rapport, et son activité à lui, notamment pourquoi j'ai pas d'immeuble de rapport, beaucoup de responsabilités, pas toujours, vu que j'en ai pas, il y a des compétences que j'ai pas, notamment estimer des travaux de façade ou de toiture. J'ai investi à distance aussi, donc pour moi c'était compliqué. Lui, il a bien tenu compte de ça. Il a été expatrié. Il gagnait très très bien sa vie. Il avait un métier à grosse responsabilité. Et maintenant, il a lancé son activité qui consiste à trouver des immeubles qui s'autofinancent, des immeubles de rapport qui s'autofinancent. Et en gros, à quasiment tout déléguer. Vous avez quasiment rien à faire. Et il s'occupe de tout. Pour un prix que je trouve... Alors, vous me direz, ça c'est un retour que je trouve intéressant. C'est un tarif que je trouve pas très cher par rapport à tout ce qu'ils font quand on compare cela au tarif des agents immobiliers. Parce que les agents immobiliers, ils prennent ça dépend, mais sur les petits biens, ils peuvent vite prendre 7, 8, 10% de commission pour nous, surtout quand on est acheteur, on les voit très peu de temps. Alors que là, donc je ne doute pas qu'ils ont des frais, bien sûr qu'ils doivent prospecter, etc. Mais le retour de l'acheteur, tu te dis, ouais, c'est quand même
ah voilà, j'ai quand même payé. Et je dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière, mais toi, ce que tu vois du travail, parfois tu te dis, ouais, c'est quand même un peu cher peut-être. Et donc eux, vu tout ce qu'ils font, ils coûtent à peu près le prix d'un agent immobilier. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de les faire venir et que Marc nous explique son parcours. Franchement, c'est un parcours très intéressant. On voit notamment un peu quand on gagne en maturité, qu'on a été expatrié, qu'on a eu des emplois à haute responsabilité. Comment est-ce qu'on fait pour lâcher ce job, pour aller vers autre chose. Et il travaille également avec sa compagne ou sa femme, je crois que c'est sa femme. On va parler de tout ça. Merci à Marc d'être passé sur le podcast et je vous souhaite une très bonne écoute après une intro sur mon record de 25 minutes. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Alors pour vous raconter ma vie, c'est le premier épisode que j'enregistre dans mon nouveau logement voilà, sur lequel j'ai bien fait flamber la banque. Donc c'est un peu d'écho, c'est parce que j'ai pas encore tous les meubles. Je suis encore au milieu de l'emménagement. Aujourd'hui, on est avec Marc. Salut Marc, comment ça va? Ouais, salut Thibaut. Merci de Et ben voilà, il est 19h30 et puis ben il y a pas d'heure, pour enregistrer. Bah écoute Marc, tu pourrais te présenter pourquoi tu es sur le podcast, donc quelle est ton activité aujourd'hui, et puis ensuite j'aime bien que les invités ont fait un gros retour en arrière. Le podcast s'appelle Bye Bye Patron et j'aime bien que les invités racontent peut-être un job un peu ingrat ou insolite, job d'été ou expérience un peu pour laquelle ils se sont dit bon, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Donc je sais pas si tu en as une en tête, donc je te laisse d'abord te présenter, pourquoi est-ce que tu es sur le podcast, quelle est ton activité. Et puis voilà, sans problème. Gentiment. Alors merci Thibaut. Alors en fait des anecdotes j'en ai un certain nombre. Donc je m'appelle Marc Bosseno, je suis le président du cabinet BO Equinox. Nous accompagnons nos clients de A à Z dans leurs projets d'investissement sur les immeubles de rapport qui s'autofinancent. Et donc on les accompagne sur différents aspects: stratégie d'investissement, recherche de biens, optimisation de la fiscalité, le financement, le pilotage et suivi des travaux et la mise en location. Donc vraiment une démarche clé en main. Et pour vous parler un peu de mon historique, donc je suis de formation ingénieur, j'ai 44 ans, j'ai une carrière de plus de 15 ans dans des groupes internationaux en tant que patron d'usine. J'ai une carrière à l'étranger, en Europe de l'Est, en Afrique du Nord, donc j'ai été expatrié pendant pas mal d'années. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'avais 24 ans. J'ai commencé par un premier appartement sans vraiment savoir ce que je voulais me constituer un patrimoine pour la retraite. Et mais sans être accompagné, je suis issu d'une famille très très modeste et donc voilà, ça a été mon premier pied à l'étrier et voilà, j'ai continué à investir au fil de l'eau de mon activité. Au début dans des appartements, ensuite de la colocation, et ensuite on est passé à la force vive de l'immobilier, les immeubles de rapport, jusqu'en 2018. Donc j'ai une carrière que dans des groupes internationaux, soit américains, soit anglais, et en 2018 j'étais patron d'une usine de 200 personnes. J'étais patron des opérations au niveau de l'Europe et du Moyen-Orient. Donc j'avais 6 usines au niveau des opérations sous ma responsabilité. Donc un super poste. Je m'éclatais dans mon job. Mais la crise de la quarantaine est passée par là. Et donc, qu'est-ce que je veux donner, quel sens je veux donner à ma vie? Est-ce que je veux vraiment continuer à faire ça encore pas mal d'années? Et donc, l'immobilier, ça m'a toujours passionné. Et donc, j'ai pris la décision de quitter mon job de patron d'usine en 2018. Et donc, j'ai dit bye bye patron. Voilà. Et welcome, c'est moi le patron. Et là, pour le coup, oui, c'est... Et donc voilà, j'ai tout quitté. Pour la petite histoire, voilà, j'ai quitté mon job qui était très bien payé. J'ai quitté ma compagne de l'époque
J'ai Et t'as vendu payé. ma maison, Voilà. Table rase. et table rase et on est reparti. Ok. Écoute, il y a plein de sur ton parcours et une expérience insolite. T'en as une qui te vient tout de suite? Insolite, oui. Mon premier job, ça a été Reaper. J'étais derrière un camion Ok. poubelle. Job d'été. Et Fatigant, non? bon, clairement, c'était. Alors oui, fatigant. Bah tu te lèves tôt. Alors par contre, c'est vrai que tu finis très Ouais. très tôt aussi. Tu finis vers 13h. Bon, ça me permettait d'aller à l'époque à la plage. C'était un job d'été, hein. Mais ça a été ma première activité professionnelle. Et figure-toi que cet argent-là que j'ai perçu, bah, j'avais 18 ans. Bah, je l'ai encore sur Ok. mon compte. Je l'ai pas encore. Je l'ai. C'est la dernière Je l'ai pas cartouche. dépensé. C'est ça. Ok, ouais. Si vraiment j'attaque Ouais. ça, c'est que je suis Ouais. pas bien. Et ben, je crois qu'ils sont assez bien payés, hein, ceux qui font ça toute l'année. Mais bon, c'est vrai que c'est un boulot usant. Ouais, je sais plus. Bon, j'avais dû toucher, je sais pas, 1000, 1002 ou quelque chose Ouais. comme ça. Mais ouais, c'est Ça pour s'appelle la Reaper, petite effectivement. histoire. C'est mon père qui m'avait. C'est ça, Reaper. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Ok, tu peux nous dire donc pour revenir sur ton parcours, donc on verra après ce que exactement vous faites avec BO Equinox. Pour ton parcours, t'as été dans quel pays exactement? Tu peux nous dire? Oui, bien sûr. Donc, quel pays? Alors, à titre professionnel, j'ai été en Europe de l'Est, en Ok. Roumanie. Et puis ça a été ma première expérience d'expatriation. Et j'ai été en Tunisie pendant 5 ans dans un groupe. J'ai bossé pendant pas mal d'années, pendant presque 15 ans, dans un groupe anglais coté en bourse, à la Bourse de Londres. On était dans le domaine de l'électronique. Et donc, je suis parti m'expatrier en Tunisie pour monter une usine. Donc on a monté l'usine on est parti de zéro, hein. Et j'étais parti pour une expérience de 2 ans. Finalement, on est resté 5. Et quand je suis parti, on était plus d'une centaine de personnes, une usine d'assemblage de connecteurs. Et c'était une méga expérience, quoi. C'était top. Ok, et comment on apprend à monter une usine? Tu vois, je suppose c'est comme construire une maison en fois 1000, quoi. Enfin, tu dois avoir beaucoup d'étapes, recruter les gens. Comment t'as des gens Ouais. qui t'accompagnent? Bon, je suppose qu'il y a des spécialistes pour ça, mais après comment on organise ça? C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, quoi. Ah non, non. Alors bon, pour le coup, on a monté le business de zéro. Par contre, la question a été de se poser, est-ce qu'on construit une usine ou est-ce que on prend des bâtiments qui existent? Bon, là, en l'occurrence, on a pris des bâtiments qui existaient. Et par contre, on a tout refait à l'intérieur. Et je me suis occupé de trouver des artisans, de formaliser, en tout cas sur papier et sur logiciel, les lignes d'implantation, de production, et de m'occuper aussi de toute la partie suivi de travaux et recrutement, qui était pas une mince affaire, et un gros choc de culture, si je puis dire. Au démarrage, il a fallu que je m'adapte, sachant que quand tu es censé commencer les travaux dans l'usine et dès la première semaine, tu vas voir où est-ce que ça en est, t'as 2 artisans qui sont en train de dormir, tu te dis bon, ok, ça va être compliqué, quoi. Donc, mais en l'occurrence, voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est juste une question Faut s'acclimater. d'adaptation, on va dire. Ouais, faut s'acclimater. En l'occurrence, tu vois, les artisans, ils dormaient, mais parce que je suis arrivé au moment où ils attendaient le matériel, et finalement l'usine a été vide, donc il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Donc voilà. Mais non, c'était une méga expérience. Ok. Et juste pour l'anecdote, alors juste pour l'anecdote, mais par rapport à ça, c'est que en Tunisie, pour apporter richesse et enlever pas le mauvais œil, mais si, on va dire le mauvais sort aussi, c'est important d'égorger le mouton. Et donc, au jour de l'inauguration de l'usine, on a égorgé le mouton devant l'usine, et il a fallu que je mette ma main dans le sang et mettre ma main ensanglantée sur le mur de l'usine pour que apporter
richesse et prospérité aux employés aussi de l'usine. Donc c'est une deuxième petite anecdote. Voilà. Je n'ose pas imaginer tu sais, sur les réseaux, le film d'inauguration avec le mouton égorgé, avec les associations de protection et tout. Surtout, en fait, on faisait partie d'un groupe anglais et très très feutré, quoi. Donc le headquarter, il est à Londres. Et tu leur dis que voilà, on ouvre une nouvelle usine et on égorge le mouton. C'est contre-intuitif. Très intéressant, et c'est pour ça qu'on voyage aussi. C'est pour apprendre de nouvelles choses, se confronter avec des cultures différentes, et puis c'est toujours enrichissant. Et est-ce que tu avais acheté ton premier appartement à 24 ans? C'était en France que tu l'avais acheté ou c'était en Roumanie? Ouais, c'était en France. Oui, de toute façon, je n'ai acheté qu'en France. Et c'était, j'avais 24 ans. C'était en 2004. 25. C'était l'année de mes 25. 2004. T'avais un prêt sur 20 ans? Et donc c'était. J'avais un prêt. Non, j'avais un prêt sur 15 ans. Mais à l'époque, 15 ans, 20 ans, je savais pas ce que c'était. Un différé de prêt, je savais pas ce que c'était. Donc j'étais mais. Et tu l'as encore l'appartement? J'étais mais novice de chez novice. Je l'ai vendu il y a 3 ans. J'ai vendu attends. 15 ans. Je l'ai vendu il y a 3 ans, 3-4 ans. Ok. Et il était payé. J'ai eu la même locataire pendant plus de 10 ans. Ah ouais. Quasi. Honnêtement, il restait 3 000 euros, je crois, c'est comme ça. Et j'ai fait, j'ai récupéré ma somme de départ et on l'a revendu 20%. J'ai revendu 20%. Et c'était où? 20% de plus. Bon, c'était en Bretagne. Okay. Je suis originaire de Bretagne. Donc ville de bord de mer, et en fait j'ai eu de la chance, c'est que j'ai acheté l'appartement et tout s'est construit autour, mais j'avais fait aucune analyse de marché, le truc, je connaissais la ville, une petite bourgade, 3000 habitants, la mer à 5 minutes, et en fait tout s'est construit autour, un supermarché, une crèche, une école, enfin un truc bon voilà, la chance du débutant, on va dire. Ouais, ça arrive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, des investisseurs avisés, ils disent les premiers c'était pas forcément les meilleurs. Mais moi, les premiers achats que j'ai faits, déjà les prix ont augmenté depuis, beaucoup plus que les loyers. Et puis moi j'étais peut-être plus, je prenais vraiment tout en compte, je voulais vraiment pas me rater et tout. Alors que maintenant je suis plutôt un peu dans la masse, quoi. Et s'il y a 3/4 des critères qui sont remplis, allez, on y va. Et puis, alors qu'à l'époque, j'y vais. Et puis, tout de suite, fallait que je le loue dans la seconde dès que j'avais signé. Donc, c'est des façons de faire. Mais après, c'est comme tout, Quand il te reste 100 euros sur ton compte, tu sais très bien comment tu vas dépenser chaque euro. Alors que si tu as 10 000 euros sur ton compte courant, ça part, tu t'en es même pas rendu compte. Ok. Top. Et en fait, est-ce que tu avais acheté en pensant à ta retraite, en te disant, la Roumanie, c'était même pas dans l'Union européenne, ou tout juste non, ça, c'était même pas encore dans l'Union européenne. En fait, pour te dire un peu l'histoire, des anecdotes, je me rends compte que j'en ai quand même un certain nombre, mais pourquoi je suis parti en Roumanie, c'est que en fait, je faisais partie j'ai été embauché. C'était ma première expérience. J'ai été embauché dans un groupe américain. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. J'ai été embauché donc on était dans les télécoms, on fabriquait des cartes électroniques. J'étais en Bretagne et c'était une ancienne usine de Nortel, Nortel Networks, et j'ai été embauché juste avant le crack des télécoms de 2000. Ouais. Et comme maintenant on a le crack des cryptos un peu depuis 2 ans. Voilà, tu vois, des cracks on en a un peu tout le temps, mais d'une situation où j'embauche massivement, on était plus de 700 ou 750, et on avait prévu de faire x2 en surface.
Et à l'époque, c'était tu sais, les nouvelles générations au débit et tout ça. Et d'un point de vue télécom, et au final ça a pas pris du tout, et d'une situation où ok, on va faire x2 en effectif et en surface, bah du coup on a divisé par deux. Plan de licenciement. Et moi, c'était ma première expérience, et honnêtement, il y avait un package de sorties, un truc de fou, enfin en tout cas à l'époque, pour mon âge, et j'étais pas inclus dans le plan de licenciement, et c'est moi qui ai demandé à y être, et c'était l'équivalent de 2 ans de salaire en fait, enfin un truc de fou. Et je leur ai dit, écoutez, je sais que vous recherchez du monde à l'étranger, moi je me porte volontaire. Et donc en fait, je savais que j'ai demandé à faire partie du plan de licenciement, mais la dernière année, je suis parti à l'étranger, je suis parti en Roumanie. Ok, donc tu as touché le plan de licenciement. Du coup, Et t'es parti en Roumanie. Ouais, j'ai touché le plan de licenciement et je suis parti en Roumanie. Et la chose que je ne savais pas, c'est qu'en plus, quand je suis parti en Roumanie, mon salaire a été pendant un an, mon salaire a été augmenté de 50%. Et en fait, la prime de licenciement, chose que je savais pas avant de partir, c'est qu'elle était calculée sur les 6 derniers mois. Okay. Et donc en fait, j'ai eu 2 ans de salaire, augmenté, à l'époque, c'était, j'ai dû toucher, je sais plus, 45 ou 47 000 euros. Enfin bref, et donc j'ai encore cet argent-là d'ailleurs, comme mon salaire de Reaper. Ça veut dire que tu as fait des bons achats immobiliers et que t'as pas mis trop au bout à chaque fois, si t'as pu garder cet argent. Ok. C'est ça. Moi, je suis assez économe. Eh ben, intéressant. Et ensuite, je voulais revenir avec toi justement sur parce que j'ai eu quelques invités. T'es pas le premier, mais j'en ai pas eu tant que ça. Sur comment est-ce le cheminement un peu mental de comment est-ce qu'on quitte. Je sais pas si tu veux le dire ou peut-être donner un ordre d'idée de combien tu gagnais quand t'as décidé de quitter ton métier. Enfin, voilà un peu sur quoi est-ce que tu as fait une croix au moment de lancer parce que c'est sûr que quand on gagne 1 000, 2 000 euros, tu vois, il y a beaucoup sur les réseaux les youtubeurs les plus connus, ils avaient des salaires qui étaient assez faibles, tu vois, je sais pas, de l'ordre de, enfin, tout est relatif, mais c'est pas pareil de quitter 2-3 000 euros que de quitter plus que 5, 6, 10 000 euros par mois. D'autant quand on a 40 ans, qu'on est un peu posé, qu'on a une maison, je sais pas, une famille. Bon, toi, t'as fait un peu, t'as tiré la nappe, quoi. Mais comment est-ce que, alors je sais pas si tu veux dire combien un ordre d'idée, mais en tout cas, comment est-ce qu'on se dit, voilà, on sait que quand on crée une boîte, pendant longtemps on se paye pas. Est-ce que tu avais suffisamment d'argent de côté pour être serein? Est-ce que tu te disais bon, au pire, je retourne dans l'usine? Est-ce que ton train de vie était très 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 inférieur à tes revenus? Tu vois, comment est-ce que à 40 ans on décide c'est pas si simple, quoi. C'est plus simple à 27, 28 ans qu'à 40 ans. Non. Et en fait, ça a fait l'objet de beaucoup de réflexions. Alors moi, je suis pas du tout quelqu'un de kamikaze. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Et donc j'ai pesé le pour et le contre. Alors en termes de salaire à l'époque, donc c'était en 2018, je gagnais plus de 10 000 euros dans les 12 000 par mois. Ouais, allez, ça dépendait des bonus, mais on va dire 12 000 par mois. J'avais la voiture de fonction, j'avais l'Audi A6 break, enfin bref, turbo. Tout ce qui super quoi. Non. Et puis t'as une reconnaissance de tes pairs. C'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, ça se passait très bien dans l'usine, dans le groupe. J'étais reconnu. J'ai été le plus jeune patron d'usine d'un groupe de 20 000 personnes quand même. Donc bon, je me dis bon, c'est quand même plutôt sympa. Et en fait. J'aurais pas eu de patrimoine immobilier, je pense que j'aurais pas franchi le pas. Donc l'avantage c'est que j'avais du patrimoine immobilier que je m'étais constitué. Alors faut savoir que j'ai investi dans ma stratégie, j'ai investi quand même assez massivement la dernière année avant de partir. Donc tu avais les revenus je regrette, c'est un truc les revenus suffisants, quoi. Bah oui, c'était voilà, j'avais pas de problématique de financement. Si un truc que je regrette, c'est que de pas avoir investi plus, parce que je pense que j'aurais pu multiplier par 2 ou par 3, ça c'est sûr. Mais bon, voilà.
C'est comme ça. Et j'avais des liquidités de disponibles. Parce que je suis pas du tout, enfin, alors j'adore les voyages. C'est vrai que là, pour le coup, s'il faut voyager, ça me gêne pas de dépenser. Par contre, je suis pas du tout quelqu'un à flamber. J'aime bien faire plaisir à mes proches. Ça, c'est important. À la famille, tu vois, payer des voyages à la famille parce que je viens d'une famille très modeste. Donc, voilà, c'est important pour moi de rendre ce qu'on m'a donné. Mais voilà, donc voilà, mon train de vie, je savais que voilà, à mon train de vie à 3 000 euros par mois, ça le faisait. Alors on va me dire ouais, 3 000 euros c'est beaucoup, mais quand tu viens de 10-12, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, voilà, tu vois, moi c'était ça quoi. Donc c'est vrai ça m'avait permis de pas mal épargner quand même, quoi, sans forcément me priver. Quand même. Et t'avais combien de biens à peu près immobiliers? Là, à l'époque, j'en avais en 2018 25. Ouais. Mais tu gères, ouais, ça faisait quand même 25 lots. Et t'étais en Tunisie? Ou t'étais rentré? Non, en fait, la Tunisie, en fait, c'était de 2007 à 2012. Et après, t'es rentré en France. Ensuite, je suis rentré en France. Et donc, j'ai pris la direction de l'usine en France et je suis resté jusqu'en 2018, en fait. Ah, mais patron d'usine et 25 biens, ça commence... T'étais bien occupé, je pense, hein. Ouais, alors c'est beaucoup, ça a été progressif quand même, hein, tu vois, avec le temps. Tu vois, par exemple, pendant que j'étais expatrié, ça a duré 5 ans. Bah, et je veux dire, j'ai pas pu investir. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que et c'est de là qu'aussi l'idée du cabinet aussi est venue, parce que tu es très pris dans ton travail, t'es pas sur place. T'as personne de confiance sur qui te reposer pour gérer le projet de A à Z. Accorder sa confiance, c'est compliqué. Et donc, j'ai rien fait pendant que j'étais en Tunisie. Ouais, j'ai rien fait. Donc, j'ai rien fait. Si, j'ai travaillé et les liquidités ont augmenté, mais d'un point de vue immobilier, non, j'ai pas fait. Ok. Ouais, très, très intéressant. Bah, on peut passer, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur ton parcours. Et donc, on peut passer sur BO Equinox. Donc, t'as dit que c'était des immeubles de rapport. C'est un point assez intéressant parce que moi, bah, justement, peut-être que j'aurais besoin de toi un jour, hein. Parce que moi, j'ai pas d'immeuble et je suis expatrié. Et justement, c'est principalement la raison pour laquelle j'ai pas d'immeuble, c'est parce que, alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que t'es pas dans l'Est et moi j'investis surtout dans l'Est. La deuxième, c'est que souvent les immeubles ils coûtent dans les villes en tout cas plus cher que les appartes au mètre carré. C'est parce que je pense que c'est des investisseurs différents. Et surtout la dernière, c'est que c'est quand même souvent plus de responsabilité à mon sens. Un immeuble, voilà, faut régler le problème tout de suite. Tu peux avoir un syndic et tout, mais en général, voilà, c'est un problème dans l'immeuble, faut que tu t'en occupes très très rapidement. Alors que si t'as qu'un appartement, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Donc, t'as dit que c'était que des immeubles. Est-ce que tu pourrais nous dire dans un peu les zones géographiques dans lesquelles vous cherchez des immeubles, comment et d'ailleurs comment est-ce que vous recherchez une fois que vous avez défini ces zones, comment est-ce que vous recherchez vraiment les biens? Oui, bien sûr. Alors en fait, nous, notre stratégie, la stratégie qu'on applique avec nos clients, c'est la stratégie qu'on a appliquée pour notre patrimoine immobilier, à savoir sur une stratégie de rentabilité. Alors pas une rentabilité à outrance ou ultra risquée. Mais en tout cas, dans des secteurs en dehors des grandes agglomérations, avec un prix au mètre carré assez bas. On va dans les prix au mètre carré, on va être à 1500, 2000 euros, parfois moins.
mais dans des secteurs avec une vraie demande locative. Et ça, et clairement, ce sont des secteurs qui passent complètement sous le radar de l'investisseur lambda qui va chercher des grandes villes, quelque chose de plutôt plus patrimonial. Le patrimoine, investir en patrimonial, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est une autre stratégie que nous, on n'a pas adoptée pour notre patrimoine, et les clients qui font appel à nous, ils sont plutôt en recherche de rentabilité, c'est-à-dire d'autofinancement ou d'un mix rentabilité patrimoine, mais clairement un bien sur Paris ou première couronne de Paris, non, ça sera pas notre créneau. On va accompagner nos clients dans plusieurs régions de France. Donc là, on est en train de s'étendre sur le territoire national. Aujourd'hui, on est très présent dans les Hauts-de-France, en Normandie. On se développe, là, on est en train de se développer en Vendée, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie. Et voilà, au fil de l'eau de nos rencontres et des recrutements que l'on peut faire de collaborateurs, on est plutôt exigeant sur les profils que l'on recrute, et on a vraiment des profils de tout horizon, et c'est ça qui fait la force du cabinet, je pense. Mais la ligne directrice, elle est toujours la même. On est en dehors des grandes agglomérations, dans des secteurs avec un marché locatif présent. Voilà. Ok. Et le but, c'est que les immeubles que vous proposez, ils coûtent zéro, en gros. C'est ça? Que tout se paye? Alors, c'est-à-dire que c'est ça. La stratégie, c'est je mets un apport bancaire au démarrage. Ça, c'est pas nous qui le demandons, ce sont les banques. Aujourd'hui, les banques demandent 10 à 15% d'apport. Alors c'est vrai que quand on était habitué à acheter, moi mes immeubles, je les ai achetés sans apport, quoi. Donc c'est vrai que quand on a été habitué à ça, c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité du terrain. Et quand tu dis 10-15% d'apport, c'est du prix d'achat, ou c'est du projet total, ou c'est de... Alors, honnêtement, ça va vraiment dépendre des banques, en fait, du secteur, et surtout des banques. Certains, ça va être 10% du prix d'achat, d'autres, ça va être le montant global. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de règles. J'aurais même tendance à dire, on pourrait croire que, ok, les clients qui ont les plus grosses capacités vont pas mettre d'apport. Et en l'occurrence, si on a accompagné des clients avec des très belles capacités d'emprunt. Et pourtant, comme les autres, on leur a demandé de l'apport. Quand je dis on, c'est les banques. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, c'est vrai que je suis dans plusieurs banques. J'en ai une, celle qui demande le plus d'apport, elle me demande tout le notaire et 10% 10%. Alors souvent, je peux le nantir sur une assurance vie, mais 10%, donc ça fait 20% en gros du... voilà, si j'achetais un truc, je sais pas, à 100 000, ça pourrait 20 000, le prix d'achat, c'est 100 000, je mets à peu près 20 000 de ma poche. Ça, c'est la banque un peu la plus dure. Et puis les autres, moi, je mets souvent 10% du tout. Mais c'est vrai que, bon, là, j'ai fait encore 2 emprunts en fin d'année, mais ça dépend aussi du patrimoine que t'as, hein, des risques que la banque, elle a, des expositions et tout. Au début, t'as ton financement facilement, puis après, tu fais des prises de sang, après tu vas chez le médecin, après tu vas chez voilà, forcément, la banque, en fonction de son exposition, elle se couvre différemment. Ok. Donc, si je reprends, donc les personnes mettent à peu près 10%, en tout cas, en apport, et après qu'elles décaissent plus d'argent tout le long de la durée de vie du projet. Ouais, c'est ça. Après, l'objectif, c'est que le bien s'autofinance, donc les loyers que vous allez percevoir absorbent l'ensemble des charges. Et pour ça, on est ultra transparent avec les clients. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la partie évaluation des travaux, les loyers, estimation des loyers actuels et loyers futurs, couplés avec des attestations d'agences immobilières. Et puis en termes de charges, on prend énormément de choses. Bien sûr, la taxe foncière, bien sûr les frais de gestion locatifs, parce que nos clients veulent pas se créer un deuxième job lié à l'immobilier. Donc 100% de nos clients mettent leurs immeubles en gestion. Ça inclut les assurances de propriétaires non occupants, PNO. Ça inclut les frais de comptabilité. On prend même les charges éventuelles afférentes à l'immeuble. On prend même en compte des
provision de vacances locatives. Donc voilà, on prend un maximum de choses. On prend même en compte la CRL dans le cas d'un investissement en SCI. Qui représente 2,5% des revenus locatifs. Donc voilà, on essaye d'être le plus transparent possible pour que voilà nos clients puissent avoir une vision la plus réaliste possible de l'investissement, quoi. Ok, donc en gros, on voit que t'as comment on va dire une rentabilité visée minimale. En gros, c'est ça. Hein. Tu te dis bon ben voilà, les biens, je peux pas acheter un bien en dessous de, je sais pas, vu ce que tu dis, peut-être ça doit faire 8% de renta ou 7% de renta. Et ensuite, comment tu t'investis, comment tu cherches, comment tu trouves des immeubles? C'est ce que tout le monde se pose, hein. Nous, on travaille beaucoup avec. Ouais. Alors en fait, la plupart des opportunités viennent de nos partenaires, beaucoup d'agences immobilières. On a dans notre base plus de 3000, je crois que c'est 3500 maintenant, 3500 partenaires ou potentiels partenaires, agences immobilières ou notaires. Donc ça, c'est le gros de notre flux qu'on relance régulièrement. Alors après, voilà, c'est les biens qu'on propose représentent moins de 1% des biens qui sont sur le marché. Donc c'est une bagarre de tous les instants et on a beaucoup de déchets, mais beaucoup de déchets parce que c'est une ligne directrice que nous on a, c'est-à-dire qu'on ne présente pas de biens qu'on n'achèterait pas nous-mêmes. Et donc en termes de statistiques, c'est quand même assez parlant, c'est que sur 100 opportunités qu'on va nous présenter ou qu'on va sourcer, on va en retenir que 10 qu'on trouve intéressantes sur le papier, qu'on va analyser dans le détail. Et sur ces 10 opportunités qu'on a analysées dans le détail, on va en retenir que 3 qu'on va aller visiter. Okay. Et après les 3 visites, on va proposer qu'un projet, donc on a au client. Donc on a un rapport de 1 sur 100. Donc en termes de temps passé, c'est extrêmement chronophage, mais c'est une ligne directrice que l'on a. Et bien sûr, on n'est pas dans la masse, quoi. On n'est pas dans la production. Si je retourne sur mon expérience industrie, on n'est pas sur de la production grande série, quoi. Voilà. Ok. Mais c'est un choix. Ouais, mais c'est vrai que c'est trouver des biens qui fonctionnent. Moi, c'est à peu près le. Donc toi, tu dis 100 qu'on te propose, 10. 10 qu'on analyse. Donc c'est-à-dire que là déjà on écrème beaucoup et après analyse 3 visites et puis et globalement c'est un projet, quoi. Ce qui se passe, c'est que nous on attache une importance toute particulière, bien sûr, à la rentabilité, mais pas la rentabilité à outrance. Il faut que la rentabilité soit cohérente avec le secteur. Donc ça, c'est lié à notre connaissance du marché. Et également, on met une attention toute particulière au prix au mètre carré. Et tu peux très bien avoir une très belle rentabilité. Ça nous est arrivé d'avoir des projets à 12-13% de renta, mais tu es à 30% au-dessus du prix du marché en prix mètre carré. Pourquoi ? Parce que l'immeuble, il y a par exemple 5 studios, il a été ultra optimisé par le propriétaire actuel, il a fait un super job, une belle renta, sauf que de mon point de vue, c'est à risque, parce que le prix mètre carré, il n'est pas cohérent avec le secteur. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients qui achètent, achètent en toute sérénité. Et si d'aventure, ils avaient besoin de revendre de manière urgente, ce qu'on veut au minimum, c'est qu'ils retombent sur leurs pattes, c'est-à-dire qu'ils vont revendre au prix que ça leur a coûté. Donc ça, c'est vraiment notre ligne directrice. Et ça rentre dans nos critères, bien entendu, de sélection des 1% dont je t'ai parlé. Ouais, c'est intéressant parce que moi, une fois, j'ai failli faire l'erreur, justement. Donc, on regarde la renta, on fait les comptes et tout. Et il s'avère que souvent,
Tu me contrediras si t'es pas d'accord, mais c'est l'expérience que j'en ai. Les loyers, en fait, ils sont souvent plutôt corrélés au type de bien. Tu vois, un T2, ça va se louer tant. Après, c'est sûr que si t'as un T2 qui est plus grand ou moins grand, ça peut un peu varier. Mais en gros, si t'as un petit T2, il va se louer quand même à une valeur qui peut être proche d'un grand T2. Parce que les gens, ils voient surtout l'utilité. Voilà, ils ont besoin d'une chambre à part et tout ça. Et en fait, ça m'est arrivé en faisant mes calculs, un bien, il se payait et tout ça. Et j'étais prêt à aller dessus. Et après, j'ai fait les calculs par rapport au mètre carré. Je me suis effectivement rendu compte que même si c'était rentable, en fait, du point de vue du prix au mètre carré, j'aurais surpayé le bien, quoi. Et donc, finalement, j'avais pas acheté, alors que je pense que j'avais même fait une offre qui était acceptée, tout ça. Mais c'est toujours un peu ces deux. La renta, c'est important. Et là, faut toujours être sur ces deux pattes, quoi. Parfois, à l'inverse, toi, tu dis tu fais pas de patrimonial. Parfois, tu vas avoir peu de renta. Mais si tu achètes un appart à Paris 30% moins cher que le prix du marché, 9 fois sur 10, faut acheter, quoi. Tu vois, même si t'as pas de renta. Et clairement, c'est une autre stratégie. Et par rapport à ce que tu dis, on est dans la rentabilité, mais aussi dans le mix rentabilité patrimoine, c'est-à-dire que de plus en plus, certains de nos clients aussi, que l'on attire aussi, j'aurais tendance à dire par le biais de nos communications sur les réseaux. Certains clients nous contactent et de plus en plus en recherche de biens, pas forcément dans les plus petites villes, dans les plus grosses villes. Alors pas les grandes métropoles type Paris, Lyon ou Bordeaux, où là c'est les prix sont, ou Rennes, où là c'est les prix ont très très fortement augmenté. Mais dans des villes un peu plus petites, mais de 100 000 habitants par exemple, et ils veulent bien placer, du cachet, et sont prêts à faire un effort d'épargne. Et ça veut pas dire non plus que c'est un mauvais investissement. Mais dans ce cadre-là, dans ce type de profil de recherche, on va être bien sûr toujours vigilant à la rentabilité. La rentabilité sera plus basse qu'en milieu, on va dire, un peu plus rural, ça c'est sûr. Il y aura un effort d'épargne à faire, mais on sera ultra vigilant avec le prix du mètre carré. Parce que là, justement, ça peut être il y a peut-être un moment où il va falloir sortir plus tôt. Si tu quittes ton job super bien payé, admettons, à 40 ans, peut-être que tu dois revendre parce que tu n'arrives plus à faire l'effort d'épargne. Donc, c'est vraiment, voilà, si t'as un bien qui est rentable, qui se paye tout seul et où t'as rien à mettre, au pire, tu peux attendre, quoi. De toute façon, le truc, il tourne. Alors que et clairement, dans la vie de l'immobilier, dans la vie de l'investisseur immobilier, là, j'ai fait un post cette semaine sur LinkedIn sur l'importance de l'arbitrage dans une stratégie d'investissement. Jamais de la vie un investisseur achètera et gardera pendant 20 ans. Et ça va passer par je garde 5 ans ou 7 ans. Ce bien-là, j'ai une plus-value latente parce que je l'ai très bien acheté et le prix mètre carré du secteur a très fortement augmenté. Je préfère revendre, prendre la plus-value et réinvestir, racheter plus gros. Donc, j'augmente ma valeur patrimoniale globale. Donc, ça, c'est une vraie stratégie aussi à avoir. Et c'est là aussi où on aiguille aussi nos clients. On les accompagne bien sûr dans leur projet d'investissement, mais également en amont dans l'optimisation de leur patrimoine actuel. Et certains clients, quand on leur montre les chiffres, on leur dit, mais écoutez, vous avez 50 000 euros d'épargne, très bien. Sauf que vous êtes propriétaire d'un appartement entièrement payé que vous pourriez revendre 200 000 euros. Là, aujourd'hui, vous avez 50 000. Si vous revendez ce bien que vous avez en location qui vous rapporte 700 euros par mois, ce bien-là, vous le revendez. Du coup, vous avez 250 000 d'épargne, mais là, on change la donne complète en termes de stratégie d'investissement. Et vous allez peut-être faire en patrimoine, vous allez faire x5 peut-être même plus. Donc cette notion d'arbitrage est extrêmement, c'est un des éléments clés de. Effectivement, moi, mon parcours d'investisseur, il a grandement changé quand j'ai arbitré un bien qui m'a rapporté plus ou moins 70-80 000 euros de cash. Ensuite, tu vois, tu parlais des 10% d'apport.
Bah là, j'ai vendu un bien. Tu vois, si tu pars 80 000, bah tu peux aller sur bien 600 000 euros d'investissement immobilier avec 80 000 de cash, quoi. Alors que avant, et puis en plus, c'était un moment où je n'avais pas tant que ça du cash de côté non plus. Donc ça a été un bon choix. Même si aujourd'hui, je regarde l'appartement, il vaut encore 100 000 euros de plus que ce que je l'ai vendu. Mais entre temps, j'ai fait peut-être 10 ou 15 projets. Tant t'as réinvesti, t'as développé. Eh oui, c'est ça la clé. Faut pas se dire bon ok ouais je vais le garder parce que dans 5 ans ça va ou dans 10 ans ça va encore prendre parce que l'argent que tu récupères tu vas pouvoir le réinvestir derrière. Tu vois on parlait de mon premier investissement. Bah, une erreur que j'ai faite c'est pas de le revendre plus tôt. Alors j'ai dû récupérer 110 000 et la locataire la même pendant 10 ans et je percevais exactement 520 euros. Ok. 520 euros, mais j'ai récupéré 110 000. La même année, j'ai investi plus de la moitié dans un projet immobilier. Ouais, dans un apport, quoi. Donc c'était plus 110, c'était 400. Bah oui, j'ai acheté un immeuble, je crois que c'était, je sais plus, 350, je crois, comme ça. Ok. Donc, et qui m'a généré une plus-value derrière. Donc, super. Ouais. Bon, on a plein de trucs à se dire, mais on a le temps. Hein. Enfin, moi, j'ai le temps en tout cas. Alors, les immeubles sur lesquels tu vas, tu peux nous dire un ordre d'idée justement de un immeuble? On sait que il y a des biens, enfin, je connais des gens qui ont acheté des immeubles 100 et quelques mille euros, même moins, hein, je crois. Après, des immeubles, ça peut aller jusqu'à 100 millions d'euros. Donc, quel est l'ordre de grandeur des immeubles que vous cherchez? Combien il y a de lots? Ouais. Alors, c'est assez. Je pense que ça dépend des régions, non? Enfin, je sais pas, peut-être tu vas me contredire, mais. Alors, bien sûr. Alors, ça dépend des régions, mais ça dépend aussi des secteurs, bien sûr. Et derrière ça, c'est le prix au mètre carré. Hein. Clairement, nous, on est basé à Amiens. Le prix au mètre carré de Amiens, c'est, on va dire, 3 000 euros le mètre. Tu vas à Lille, c'est plutôt 5 000, 4 500, 5 000. Donc forcément, pour la même surface, les prix vont être complètement différents. Nous, les plus petits projets, on démarre à partir de un immeuble de 3 à 4 logements, vu qu'en région, en tout cas en milieu rural, si je puis dire, vu que c'est un peu notre cœur de cible pour avoir l'autofinancement de manière alors statistique ou empirique, si je peux dire, la rentabilité, l'autofinancement arrive à partir du 3e, surtout du 4e lot. Donc on est plutôt sur des immeubles de 3 à 4 logements en plus petit budget. Donc on va être sur, on va dire 240 000, tout compris. Peu près, ouais, pour 4 logements. Et puis les plus gros projets qu'on a pu faire, le plus gros en valeur, le plus gros c'est 2 millions d'euros. Une mini résidence étudiante au Havre, un super projet qui était entièrement automatisé. Et là, assez récemment, on a publié dessus. On a fait un immeuble de 19 logements dans le Nord, et on était à 19 logements à 950 000 euros au total avec une enveloppe travaux, et 950 000 euros, et on était à quasiment 90 000 euros de revenus locatifs. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est assez large, mais on va dire nos projets moyens, ce que nous demandent les clients, en termes de budget, c'est du 300 000 quoi. Okay. 300 et 400, c'est, on va dire un bon 60% des projets qu'on a. Et vous faites s'il y a des travaux, vous faites le suivi des travaux? Comment ça se passe? Vous avez des sociétés qui... Oui, bien sûr. Parce que... Oui, en fait, on travaille. Alors, on s'adapte suivant la localisation, et on s'occupe du pilotage et du suivi de travaux. Donc, pas besoin pour nos clients d'aller rechercher des artisans. Je connais rien en devis. Comment je vais savoir que je me fais pas avoir? Donc ça, on s'occupe de ça.
bien entendu, et on s'occupe du pilotage et du suivi des travaux. Ok. Et tes clients, c'est qui? Donc, on a parlé un peu d'expatriation. Tu as des expatriés? Oui. Alors, en étant ancien expatrié, voilà, j'ai mon réseau d'expatriés. Par le biais de nos communications, d'autres personnes expatriées nous contactent. Donc oui, bien sûr, et c'est une frange si je puis dire, de la population investisseur qu'on affectionne particulièrement parce que ça nous touche étant ancien expatrié. Puis en plus, ils sont pas là pour pinailler sur les détails. Ça, je pense que c'est aussi un peu un luxe. Ouais, enfin, pinaille ou pas. Après, on a tous nos critères, mais je sais ce que c'est, comme je disais tout à l'heure. Je sais ce que c'est. Enfin, je sais combien c'est difficile de vouloir d'accorder sa confiance quand il s'agit d'argent. Et donc voilà, on essaye d'être le plus à l'écoute, mais aussi le plus transparent possible pour on donne en retour cette confiance qu'on nous a accordée. Donc oui, des expatriés bien sûr, qui représentent on va dire 10-15% des clients qu'on accompagne. Beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent investir en l'immobilier, mais qui ont clairement pas le temps. De toute façon, la ligne conductrice, en tout cas le fil rouge de nos clients, c'est que ils souhaitent investir dans l'immobilier. Ils ont soit pas les connaissances, surtout ils ont pas le temps, et ils ont besoin de personnes de confiance sur qui se reposer. Et donc c'est là où on intervient. Donc les chefs d'entreprise bien sûr, des cadres beaucoup également, des professions libérales, des sportifs que l'on souhaite accompagner. On a sorti un post il y a pas longtemps sur le fait que les sportifs de haut niveau, et particulièrement l'analyse, l'article c'était sur les footballeurs. Il y a une statistique qui est sortie qui montre que 50% des joueurs de foot professionnels finissent ruinés entre 1 et 5 ans après la fin de leur carrière. C'est fou parce que en fait on parle souvent de Mbappé ou qui gagnent des millions, mais t'as beaucoup de gens qui gagnent je sais pas, en Ligue 1, le salaire moyen, je suis pas un expert en foot, mais il doit être entre 50 et 100 000 euros par mois, taxé au maximum. Et en fait, t'as ça pendant peut-être 5 ans, quoi, quand t'es au top. Et puis t'as des joueurs qui sont en Ligue 2. Alors 5 ans ou même 10 ans, mais qu'est-ce qui se passe dans l'article qu'on a fait? On a essayé d'énumérer différents cas de figure. C'est que déjà, t'as l'entourage, tous les sportifs, mais vu qu'ils s'abrassent beaucoup d'argent, ils sont pas toujours il y a l'appât du gain, donc pas toujours très bien entourés, parfois mal conseillés par des professionnels. Pas forcément l'éducation financière dans le sens investissement, je vais anticiper l'avenir. Et donc, et couplé à ça, le risque de blessure, tu fais quoi si, tu gagnes 20 000 euros par mois ou 30 000 euros par mois, je sais pas, mais que demain tu te pètes la jambe et que tu n'arrives pas à retourner à ton niveau initial, tu fais comment? T'avais pas prévu de faire 2 ans de carrière, t'avais plutôt prévu d'en faire 10 ou 15. Donc, et tout ça s'anticipe. Et les pensions alimentaires aussi, hein. Convaincu. Ça coûte cher. Alors, et tu sais ils finissent ruinés, 1 sur 2, et il y en a également 1 sur 2 qui divorcent pendant cette période-là. Et donc là, c'est la descente aux enfers. Parce que t'as plus le même niveau de vie, parce que t'as pas anticipé ton avenir, t'as pas investi, donc t'as pas de solution de repli. Et en plus, tu dois donner une pension pour tes enfants, ce qui est normal, mais qui est indexé sur ton ancien salaire. Donc ça peut être vite la descente aux enfers. Des exemples comme ça, on en a plein de professionnels qui. Dans les sports US, c'est connu. T'as des Dennis Rodman, là, c'était notre idole de jeunesse. Soit se faire arnaquer, Alan Iverson, des mauvais choix. Ouais. Des mauvais choix de placement, et donc on est convaincu que notre accompagnement à l'investissement immobilier
peut aider énormément de gens, et en particulier aussi bien sûr les. Ouais, l'idéal pour vous, ce serait, je sais pas si c'est faisable, mais d'avoir une sorte de partenariat avec un club, avec des clubs en fait, carrément parce que je suppose que les clubs ils sont bien conscients de ça et ils essayent un peu de mettre en garde les joueurs parce que ça commence à se savoir. Tu vois, aujourd'hui, on a été à un déjeuner de chefs d'entreprise. On était un peu plus d'une cinquantaine et on est intervenu, nous, pour présenter notre cabinet. On était au stade de foot de la Licorne à Amiens. Et on a parlé de ça. Et ça a fait, clairement, ça a fait écho parce que faut pas se dire que les sportifs, tout le monde gagne 500 000 par mois. Et je partage un peu mon histoire, mais j'ai fait 15 ans de foot. Bon, j'avais un niveau sympa en étant jeune, mais c'était au niveau régional. Par contre, j'ai eu la chance de jouer avec des très bons joueurs qui ont fait carrière. Et j'ai deux exemples en tête. Et en fait, à l'époque, c'était pas les salaires d'aujourd'hui. Donc, à 22 ans, ils gagnaient 7 à 10 000 par mois. Bon, pour nous, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Mais ce qui se passe, c'est que les deux, ils se sont blessés. Il y en a un, il était gardien au Stade de Nantes, au FC Nantes. Il a été blessé à 24 ans. L'autre était pas sérieux. Et donc voilà. Et aujourd'hui, il y en a un qui est commercial dans un supermarché et l'autre qui travaille dans une mairie en tant que assistant sportif. Bon, voilà, ils gagnent leur vie, mais honnêtement, ils avaient les moyens à l'époque d'anticiper cette situation-là, et ils l'ont pas fait. Donc voilà, on est convaincu que des sportifs dans cette situation, il y en a plein et qui ont besoin d'être accompagnés et aidés, quoi. Voilà. C'est vraiment un bon point. Et puis t'as un bon vivier qui se renouvelle, et en plus pour ceux qui gagnent les joueurs de Ligue 1 par exemple, c'est pas faire all-in non plus, quoi. Tu prends un immeuble, après tu regardes un peu ce qui se passe, tu vois, c'est pas mettre 10 millions sur je sais pas quelle société ou quelle. Non, carrément pas. Non. Et puis c'est l'investissement, c'est y aller de manière mesurée, diversifiée. Non, bien sûr. C'est la base, quoi. Ok, donc on a fait un peu le tour. J'avais encore quelques questions, bien sûr. La fiscalité, vous en occupez aussi? Vous avez des contacts? Oui, bien sûr. Ah oui, on a plus que des contacts, ouais. Donc en fait, nous, il y a plusieurs étapes. Alors clairement, déjà première chose, moi j'adore la fiscalité. Je pense que j'ai loupé une carrière d'avocat fiscaliste. Honnêtement, j'adore ça. Il y en a, ils ont d'autres tripes, mais et donc j'adore me creuser la tête sur les schémas fiscaux qui pourraient être adaptés. Par contre, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc en fait, nous, notre intervention, c'est qu'on va dégrossir la stratégie d'investissement en intégrant cette notion de fiscalité par rapport aux objectifs, bien sûr, du client, et qu'on va conforter avec une mise en relation avec un de nos avocats fiscalistes qui, lui, va s'occuper de valider ce qu'on a dégrossi, si je puis dire. Je sais pas si dégrossir, c'est le bon terme. Et surtout qui va s'occuper de la création des structures juridiques. Alors pour la création des structures juridiques, on peut passer par un avocat ou un expert comptable. Hein. Les deux sont faisables. Mais en tout cas, on intervient sur la partie amont, et c'est ce que beaucoup de nos clients, on va dire, apprécient, qu'on intègre aussi cette partie-là. Et pas plus tard qu'il y a juste avant le podcast, j'étais avec une personne qui nous a contacté pour un accompagnement, et donc il me posait la question, je sais pas trop, j'ai des liquidités, j'ai ma résidence principale, j'ai un investissement en SCI, je sais pas trop ce qu'il faudrait faire, et donc voilà, on leur apporte aussi cette expérience qui leur permet d'affiner leur vision, et voilà, c'est un élément qui nous permet de construire la stratégie avec eux. Très, très intéressant. Et c'est vrai que même si parfois on se dit, ouais, faut s'en remettre je vous donne un exemple qui a rien à voir, mais
Une fois, j'étais chez le médecin et je lui ai demandé, je lui ai dit, ça fait longtemps que j'ai plus fait de prise de sang, est-ce que ça vaudrait la peine d'en faire une? Et elle me dit, ça c'était avant que je fasse les emprunts, les emprunts. Et elle m'avait dit, en fait, faire une prise de sang, si tu sais pas ce qu'on cherche, ça sert pas, c'est pas non plus super utile, surtout à ton âge, quoi. Et en fait, je pense que c'est un peu le même point. T'es pas fiscaliste, mais si tu sais déjà un peu vers où regarder, au moins tu sais un peu guider. Tu peux déjà te poser peut-être les questions, tu vois, si tu sais qu'il y a une structure qui est plus adaptée à la transmission ou non. Après, tu peux en parler à ton fiscaliste. Alors que si en fait t'as aucune idée de ce pourquoi t'es là, bah peut-être que tu vas pas lui mettre le doigt sur ta vraie envie, ou alors il va te proposer un truc et toi tu sauras même pas comparer dans les grandes lignes ce qu'il va te proposer par rapport à ta propre situation. Et donc et c'est comme quand tu es chez le médecin, tu y es pendant 15 minutes, bon l'avocat ça peut plus longtemps, mais c'est mieux quand même d'avoir un peu le en amont, quoi, d'avoir fait la réflexion en amont et puis d'avoir quelqu'un qui peut t'aiguiller. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Et en fait, l'importance de la fiscalité. Alors, on n'achète pas un bien pour des raisons fiscales, hein. En tout cas, ça c'est notre vision. Mais par contre, la fiscalité vient juste après. Et on a vu de multiples exemples, même des gens du domaine de l'immobilier, hein, mais qui n'avaient aucune notion de fiscalité, qui ont acheté des pépites. Franchement, enfin, j'ai des exemples en tête. Ils ont acheté des pépites très bien négociées, les travaux, voilà, vraiment un bien adapté au marché. Et par contre, ils n'ont pas acheté de la bonne manière. Et là, d'une super opportunité, ça devient un truc ultra moyen, quoi. Et donc, tu perds tout, ça perd tout l'intérêt, quoi. Donc c'est dommage. Ouais, c'est ça. C'est pas la fiscalité qui vous fera faire une bonne affaire, mais ça peut vous en faire une mauvaise. Ok. Ouais, il y a la dernière question que j'ai encore 2 questions à te poser. C'est donc t'as parlé du fait que vous achetiez ou vous proposiez des biens dans des zones qui sont pas des grandes villes. Comment est-ce qu'on teste la demande locative dans ces villes? Est-ce que déjà peut-être vous avez des villes un peu de cible, enfin des villes-villages, ou alors c'est à chaque fois du cas par cas? Alors, il y a les deux. Bon, maintenant, on commence à bien connaître, mais quand je te disais tout à l'heure que nous, les secteurs qu'on va sélectionner passent, on va dire, sous le radar des investisseurs lambda. Et il y a des secteurs où nos clients ont acheté. Typiquement, l'ensemble immobilier de 19 logements dont je te parlais tout à l'heure, il y a encore 1 an et demi, ce secteur, je le connaissais pas. Ok. Et en fait, c'est dans un triangle, par exemple, donc il y a 3 villes, et à l'intérieur de ce triangle-là, il y a une demande, mais c'est juste hallucinant. Parce que autour de ce triangle, il y a des usines, il y a des pôles d'activité, et donc, mais clairement, voilà, c'est du travail. Franchement, une grosse partie, c'est du travail de terrain, et ça ne passe que par les visites, les échanges avec les gens les gens de terrain. Bien sûr, on va dire l'investisseur lambda ou dans des qui a peut-être un peu moins l'habitude de visiter, je sais pas, mais va regarder les données macro, et c'est important, l'évolution de la démographie. Et je sais qu'initialement, il y a des clients qui nous avaient contactés. Oui, moi, je veux investir que dans une ville où la démographie est croissante. J'entends, et je respecte ça, mais je peux vous donner des dizaines et des dizaines de contre-exemples où la démographie elle est stable, voire légèrement descendante, et vous avez une demande locative juste genre à Paris, si je dis pas de bêtises. À Paris, c'est décroissant. Bon, c'est par l'absurde, mais voilà, je crois qu'il y a de moins en moins d'habitants dedans, où c'est stable depuis 30 ans. Et pour rien te dire, là, j'ai dans un de mes immeubles, j'ai publié hier une annonce pour un appartement qui va se libérer. C'est en Normandie.
tu vois la demande, l'évolution démographique, elle est descendante. Honnêtement, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai déjà une trentaine de demandes. Une trentaine de demandes. Mais pourquoi? Parce que notre stratégie, et ça c'est important de le souligner, c'est que oui, on va proposer des biens en dehors des grandes agglomérations, mais on va faire des travaux de qualité. Alors ça veut pas dire marbre et tout ça, c'est nous si on dépense 1 euro, on veut avoir le retour sur investissement. Donc on contrôle les travaux qu'il y a à faire. On va pas faire des travaux où ça va pas apporter de rentabilité, mais on va faire on refait le sol, la peinture, on met une cuisine équipée, on refait la salle de bain, on change le tableau électrique, enfin on change ce qu'il faut, et en étant en accord aussi avec les normes énergétiques. Et grâce à ça, tu vas te positionner dans le top 10% des biens du marché. L'avantage du milieu rural, c'est que tu as beaucoup moins de concurrence sur les biens de qualité. Si limite, c'est toi qui fais ton propre marché. Ça te permet de te positionner en haut du marché en termes de prestations, en haut du marché en termes de loyer. Et également, tu vas pouvoir attirer le top 10% des locataires du secteur, quoi. Et même dans des milieux ruraux, eh ben, t'as des top locataires, quoi. Et donc, c'est eux qu'il faut cibler. Ok. Et souvent, il y a dans les immeubles, enfin, dans les endroits ruraux, il y a peu d'immeubles, en fait. Donc, déjà, si quelqu'un veut vivre en appartement, il y a plein de... Typiquement, moi, je suis l'exemple parfait. Je suis anti-maison. Enfin, je veux pas de maison. J'ai pas le temps. Je voyage trop. Et ben, si des gens, ils cherchent un appartement, ben, t'as plein d'endroits où il y en a assez peu, hein. Donc, si toi, t'as un appartement qui est bien, même si t'as les 3/4 des gens qui veulent des maisons, bah, en fait, le quart qui reste, ça fait pas mal. Et si toi, t'es le seul qui a des appartements qui sont bien, tu prends un peu tout. Et, j'avais une petite réflexion. Honnêtement, Vas-y. En fait, c'est ce week-end. Moi, j'ai des biens dans l'Est, comme vous le savez si vous avez étudié votre géographie. Donc, il y a au moins 3 frontières, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, qui payent souvent bien mieux qu'en France. Et en fait, j'ai fait visiter un appart ce week-end et j'avais quelqu'un qui habitait qui travaillait. Donc, en fait, on se doute bien, c'était pas idiot. Tu connais les prix en Suisse, au Luxembourg. Qu'il y a des gens qui peuvent pas payer les prix en Suisse et au Luxembourg, qui sont frontaliers. Donc ça, tout le monde le conçoit bien. Mais moi, j'avais un appartement plus loin, à 20-30 km de là, de la région frontalière, et j'avais pas mal de gens qui travaillaient dans la région frontalière, mais du côté français. Et je dis, c'est quand même... Je dis, c'est bizarre, en fait. J'ai pas dit c'est bizarre, mais j'ai dit, vous êtes pas la seule qui travaille dans ce secteur. Et en fait, elle me dit, et moi, j'avais pas pensé... Enfin, si tu réfléchis 2 secondes, tu penses, mais elle me dit, ouais, en fait, les loyers à la région frontalière, ils sont trop chers. Donc, si tu veux, ça fait une sorte de double décalage. Ok, t'as les gens qui travaillent en Suisse ou au Luxembourg, ils peuvent pas habiter dans ce pays parce que c'est trop cher, donc ils vont à la région frontalière. Mais ça fait que les gens qui travaillent dans la région frontalière, même en France, ils sont un peu mieux payés que s'ils travaillaient à 100 km de là, mais ils peuvent quand même pas se loger dans cette zone. Et donc, ils vont se rabattre sur une zone un peu moins chère, un peu plus loin, quoi. Et ça, donc comme tu parlais du triangle, tant que t'as pas été, que t'as pas 3 mecs qui t'ont dit ça, peut-être tu peux regarder la carte dans tous les sens. Tu te dis bon, à la limite, je peux avoir un frontalier qui va faire plus de routes, mais t'imagines pas, alors qu'en fait c'est exactement comme ça, quoi. Il y a même, et pour te dire, il y a même des. Alors là, je prends mon cas perso, mais je me souviens dans un de mes immeubles, j'étais convaincu que dans le secteur, la location meublée, elle allait marcher. Et honnêtement, j'ai été un des premiers à faire de la location meublée. Et quand j'ai annoncé le loyer que je souhaitais appliquer sur un de mes appartements, un studio entièrement meublé, quand j'ai annoncé un 420 € hors charge, 25 mètres carrés, pour le secteur, le directeur d'agence que je connais très bien, il me dit jamais t'arriveras à louer ce prix-là. Je lui dis écoute, on va voir. Et là, pour le coup, dans un de mes immeubles, c'était un appartement que j'ai divisé. Avant, c'était 500 €, l'ensemble de l'appartement. Il y avait 64 mètres carrés. Et j'ai fait les travaux. Je l'ai divisé en 2 logements, un studio et un T2.
Et de 500 €, je suis passé à 420 € hors charge, un appartement, et le deuxième, 480. Et 900. même lui qui était là depuis 15 ans, il m'a dit, mais jamais tu arriveras à louer ça. Et ça fait, honnêtement, j'ai pas de vacances. J'ai pas de vacances locatives. Le truc, c'est ça part le matin, ça se roule l'après-midi. Hallucinant. Ah, bah, trop bien. Donc, voilà. Il faut avoir confiance en son analyse aussi. Voilà, c'est important, et il n'y a rien de mieux qu'aussi que la qualité. Et en faisant de la qualité, vous arriverez à tirer les. Tu arriveras toujours à louer. Qui sont en phase avec. Après, moi j'ai un exemple, c'est assez drôle. J'ai un appartement juste à côté d'un hôpital et j'étais sûr que j'aurais des infirmières ou des. Mais pourtant en plus c'est un appart. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc je pense que j'ai dû changer 3-4 fois de locataire. J'ai jamais eu une seule infirmière ou un seul gars qui travaille là, qui a, même comme candidat, tu vois, je sais pas, j'ai dû avoir 100 demandes. Donc, bon, il s'est toujours loué, mais parfois, c'est pas exactement, les profils que tu imagines. Ok, top. On a fait un bon tour, je pense, de tout. Roulement de tambour, ce que tout le monde veut savoir. Combien est-ce que vous payez pour faire toutes ces prestations? Alors, pour l'ensemble de notre accompagnement, nos honoraires sont de 8% hors taxe du prix de vente, donc du prix FAI. Et ça englobe l'ensemble de l'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on est payé au succès. Donc, les frais sont à régler uniquement lorsque nos clients deviennent propriétaires de leur immeuble. Mais bien sûr, on continue à les accompagner après sur la partie travaux et la mise en location, bien entendu. Ok. Et ça, c'est 8% hors travaux. C'est le prix chez le notaire, en fait. C'est 8%. On va peut-être revoir d'ailleurs. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça. À l'heure de. C'est vrai parce qu'on en avait parlé. Enfin, moi, je le savais. Puis c'est parce que t'es pas. Enfin, tout le monde a le droit de gagner sa vie, mais c'est sûr que si tu m'avais dit que ça coûtait 50% du prix, j'aurais eu plus de réserves à t'inviter. Mais en fait, souvent on dit que les agents immobiliers, ils ont mauvaise presse. Dans les petites villes, les agents immo, ils prennent vite 7-8%. Même moi, j'ai acheté un petit studio. L'agent, elle prenait 12-13% pour m'avoir ouvert la porte, quoi. Il y avait des mouches mortes. Quand on regarde tout le boulot que vous fournissez pour un montant quasi équivalent, c'est bon, là t'es en train de me dire qu'il faut qu'on augmente, quoi. Ouais. Mais d'abord, si je peux mettre un petit billet un petit billet avant dans BO Equinox. Non, mais voilà, après, vous faites, et bon, vous faites quand même là, tu vois, l'agent, elle prenait 12-13%, c'était un petit bien, à quelques dizaines de milliers d'euros. Vous, c'est sûr que c'est quand même sur des montants qui sont plus importants. Donc, mais en gros, voilà, si, j'achète un immeuble à 300 000 euros avant travaux, ça fait 24 000 euros, hors taxe. Ouais. Et ça, je pense que ça, il faut les payer, on peut pas le faire financer. Faut les payer comptant. Après, honnêtement, ça va dépendre des banques. C'est vrai que la plupart des banques, ça rentre dans l'apport qu'on disait tout à l'heure, 10%, quoi. Ok, donc si t'as mis 8, tu mets pas 2. Enfin, il y a des banques qui vont dire bon, vu que... Mais honnêtement, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que il y a des banques, alors je donnerai pas de nom, mais il y a des banques spécialisées en investissement. Qui elles prennent en compte nos honoraires. Okay. Et donc c'est comme les frais d'agence. Je sais que moi très souvent je me les fais financer, mais j'ai déjà entendu qu'il y a des banques qui financent pas les frais d'agence immobilière. Ce qui d'un point de vue risque est compréhensible. Si tu revends demain, c'est perdu, quoi. Donc ça dépend forcément. Ouais, mais l'avantage, si je puis dire, c'est que nous, dans le dossier qu'on monte, il y a les infos de prix marché. Donc on fournit quand même suffisamment d'informations, bien sûr pour rassurer les clients, mais aussi pour rassurer l'établissement bancaire qui va financer le bien, quoi. Ça c'est un élément essentiel. Ok. Et
Et en fait, on n'est pas allé sur le financement. Normalement, j'essaie de faire en sorte que les épisodes ils durent 1 heure, mais on a beaucoup de choses à se dire. Vous avez des courtiers ou des banques avec qui vous travaillez, notamment pour les expatriés. Alors, c'est que 10 ou 15%, mais t'as dit que t'as des chefs d'entreprise. Enfin, souvent, t'as des rémunérations qui sont un peu, t'as du dividende, t'as des avantages en nature, t'as pas de, est-ce que vous avez des banques qui facilitent le financement de ces profils qui sont pas la postière? On va s'adapter. On va s'adapter au profil. C'est vrai que ça nous est arrivé aussi de carrément de mettre nos clients suivant où ils habitent et où ils achètent. Ça nous est arrivé de mettre en relation directement nos clients avec des directeurs de banque qu'on connaît. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Sinon, on travaille avec des partenaires courtiers. Ça, c'est clair. Pour les clients expatriés, là, c'est une autre branche, si je puis dire, en termes de financement. C'est-à-dire que là, c'est du financement vraiment très particulier. Donc là, on a un partenaire, enfin, on en a deux même. Et là, par contre, en termes d'apport, là, c'est différent. Là, on va être... et encore une fois, ça va dépendre aussi des pays de localisation. Je sais qu'il y a des pays où c'est plus compliqué de se faire financer. Mais on va être aller aux alentours de 30%, entre 30 et 40% quand même, d'apport ou un mix entre apport et nantissement. Mais on est dans ces eaux-là aujourd'hui, 30-40% pour les expatriés. Donc faut le savoir. Ok. Bah, écoute, on a fait un bon petit tour. La dernière annonce qu'on voulait vous faire, c'est que si vous indiquez à Marc ou à BO Equinox que vous le contactez suite à ce podcast, vous aurez le droit à 5% de remise sur vos frais. Voilà. Enfin, parce que je trouvais que c'était important de faire cet épisode avec toi parce que moi j'ai pas d'immeuble. Et je pense que tu as bien quand même pu dégrossir beaucoup d'inconvénients qu'on peut constater dans les immeubles, qui est pour moi tu vois, moi j'ai mon expert comptable typiquement qui est un très bon ami à moi. Il avait un immeuble, il le gère à 1 heure de chez lui. Là, il a revendu parce que l'immeuble il l'avait acheté quand il était débutant. Il avait pas le temps de s'en occuper, il l'avait mis à une mauvaise agence, ça se louait pas. Une fois, on lui a proposé comme dossier un gars en semi-liberté. Ils ont dit oui, c'est un profil un peu atypique. C'est un prisonnier en semi-liberté. Alors, je sais pas, ils sortent la journée, je crois, ils dorment dans la nuit en prison, je sais pas. Enfin, en tout cas, pour aller récupérer ton loyer, c'est pas le meilleur profil, quoi. Donc, au bout de 2 mois, c'était le seul profil qu'on lui a proposé. Donc, oui, d'accord. Ouais. Okay, donc nous, clairement, ça sera pas ça. Donc voilà, si on veut te contacter et avoir 5% de remise sur les frais qui vont augmenter suite à ce podcast quand j'ai dit que c'était pas cher. Alors, non, mais en tout cas, oui, c'était une offre, enfin voilà, pour la communauté, et ça nous paraît tout à fait normal. Et puis voilà, si vous avez la moindre question. Et comment on fait du coup pour te contacter? Alors en fait, on a notre site internet. Est-ce que tu peux l'épeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en voiture et donc même si je mets toujours dans les notes de l'épisode. C'est vrai que j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude. Ouais, et il y en a aussi en courant. Donc c'est ça. Ouais. .boequinox.com. Donc BO, la lettre B et O, Equinox tout attaché .com. Ok. Et sinon LinkedIn? Oui, c'est ça, via LinkedIn, Marc Bosseno. Et en fait, je poste quasiment tous les jours sur mon profil LinkedIn et on essaie d'apporter un maximum de valeur à la communauté. Donc, beaucoup de cas pratiques, des conseils sur l'investissement immobilier, parfois même des livres blancs ou carrément des modules de formation. Donc voilà, c'est plutôt apprécié par la communauté qui grandit chaque jour. Voilà. Ok. C'est pas évident, c'est pas évident de faire grossir une communauté. Non, c'est une bagarre c'est une bagarre tous les instants, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. C'est un choix de notre part aussi d'apporter
d'apporter de la valeur à ceux que ça intéresse. Voilà. Ok, top. Et dernier point, donc vous appelez BO Equinox. Visiblement, c'est une aventure de couple. C'est beau l'amour. Oh là là. C'est beau, hein. C'est beau. Et donc oui, en fait, je suis associé avec Carolina à la vie et dans le travail, comme on dit. Et donc Carolina, elle est argentine. Elle est directrice financière, donc on est associé sur le cabinet BO Equinox, mais elle a également sa structure au niveau de la finance. Elle accompagne beaucoup de chefs d'entreprise dans leur stratégie financière de développement, également leur levée de fonds. Elle se spécialise aussi dans l'achat et la cession d'entreprise. Voilà. Donc rien à voir avec BO Equinox là. Ça peut être les mêmes clients, mais alors ça peut être les mêmes clients, mais rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies passerelles. Et pour la petite histoire du BO Equinox, bon, le B de BO c'est le B de Boceno, le O c'est le O de Onia, puisque c'est le nom de famille de Carolina, et le Aigné au-dessus du O, il y a une petite vague avec un bleu argentin, donc c'est pour référence à l'Argentine. Et on nous pose souvent la question, mais Equinox, pourquoi BO, ok, mais pourquoi Equinox? Et en fait, l'équinoxe, c'est un phénomène, alors je sais pas si on dit astral ou astronomique, qui est assez rare. Ça arrive que 2 fois dans l'année. Donc c'est assez rare. Et c'est pour faire référence à notre rencontre, parce que les probabilités qu'on puisse se rencontrer avec Carolina on n'était pas dans la même région. On s'est rencontrés par le biais du travail, mais de manière complètement fortuite, et les probabilités qu'on se rencontre étaient vraiment proches de zéro. Et quand la première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'expliquait ce qu'elle faisait, et quand elle m'a dit que sa famille était en Argentine et que ses parents étaient promoteurs immobiliers, que sa sœur était architecte et que son beau-frère était marchand de biens, bon, je me suis dit c'est pas possible. Elle a espionné, elle a espionné mon CV, ou je sais pas. Mais donc, parce que n'importe qui fait un entretien d'embauche, quand c'est pour l'amour, voilà, on est tout de suite emballé. Voilà, et on s'entend super bien, et voilà, surtout on se complète beaucoup sur l'aspect pro, et je me repose beaucoup sur elle, sur l'aspect finance et administratif notamment. Voilà. Ok. Et si je dis pas de bêtises, hein, donc l'Argentine c'est en hémisphère sud, ça je pense que je dis pas du tout de bêtises. Et en plus on a une fidèle auditrice et qui passe sur le podcast, hein, Lara, qu'on salue, qu'on embrasse. Et l'équinoxe, si je dis pas de bêtises, bah alors là donc c'est quand le jour et la nuit durent la même période, et je pense que c'est partout dans le monde à la même date, hein, vers le 21 mars et le 21 septembre. Donc voilà, l'association, ouais, c'est ça. L'association, l'équilibre, le sud, le nord, voilà, tout y est. C'est beau. L'amour quand c'est comme ça, c'est ça. C'est ce qu'on aime, voilà. C'est ça. Voilà. Sur le podcast des gros billets et de la romance, c'est comme ça. Ok, top. Bah écoute, Marc, ça m'a fait super plaisir. Il est 21h. Si vous voulez tout savoir, je vais maintenant monter mon lave-vaisselle pour mon nouvel appart. Donc, désolé, je suis pas à côté, je peux pas t'aider, mais ça va être avec toi. Ouais. Donc non, mais ça va être voilà, peut-être quelques coups de petites visseuses pour les voisins. Je te remercie. Donc si vous voulez adhérer, ou contacter Marc, voilà, vous lui dites que vous venez de ma part, vous aurez 5% de remise. Et si vous voulez me payer une bouteille de champagne avec ces 5%, n'hésitez pas. Allez, je te dis à très bientôt et bonne continuation dans cette session. Merci beaucoup Thibaut pour l'invitation, et bravo pour ce que tu fais pour la communauté. Merci encore. Merci. Allez, bye bye. Allez, à très vite. Ciao. Merci. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode d'1h43. Et c'est les coureurs de trail qui se préparent pour les semi-marathons qui vont être contents. Alors, je vous avais dit également, pour clôturer cet épisode, je vous avais dit que si vous partagez en story l'épisode, vous auriez des cadeaux les dernières semaines. Donc les cadeaux, ça va être des lots en fait de mes livres, des livres que j'ai lus, qui m'ont bien inspiré, notamment dans tout ce qui est mindset, dans tout ce qui est développement personnel, dans tout ce qui est organisation.
et dans tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai pas trop de livres d'immobilier. L'immobilier, faut y aller, hein. Faut y aller, faut parler avec des gens. J'en ai lu quelques-uns, bien entendu, mais ce sera pas dans le package. Donc là, le dernier lot, les 2 autres lots, je les enverrai en story également ce mercredi. Le dernier autre lot, donc qui sera, on pourra le gagner du 15 au 22 février. C'est un pack de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Je vous les lis les titres, pas les auteurs, ça va être trop long. En tout cas, pas tous. S'inspirer des startups, une mémoire infaillible. Votre cerveau est vraiment extraordinaire, est définitivement extraordinaire. Le pouvoir de la confiance de Stephen Covey. Il y a un petit livre en anglais de notre ami Robert Kiyosaki, Increase Your Financial IQ. La révolte des premiers de la classe, le capitaine de Dompierre Albertini. Alors celui-là, je l'ai bien poncé, il est un peu dans un état moyen. Et 7 techniques pour gagner du temps. Donc si vous voulez gagner ce package de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, vous partagez en story, il y aura un tirage au sort qui sera fait et je vous enverrai ce beau cadeau en temps voulu. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et si ça vous intéresse, vous pouvez en savoir plus, vous pouvez discuter avec Marc. À très bientôt. Bye bye.